En décembre, le vol WA219 a soudainement disparu des radars au-dessus de l'Arctique lors de l'un des jours d'hiver les plus rigoureux. À bord ce jour-là se trouvaient des passagers et des membres d'équipage, chacun avec son histoire, ses espoirs et ses rêves. Le dernier message du capitaine de l'avion a été reçu à 17h, un cri désespéré à l'aide, coupé en plein milieu de la phrase « Nous avons traversé une turbulence sévère, l'altitude est de mètres, les moteurs 1 et 4 ont échoué, demande d'urgence ». La connexion a été brusquement coupée, laissant derrière elle l'écho d'un mystère non résolu. Des avions de recherche et des brise-glaces ont passé des heures épuisantes à fouiller la zone, mais aucune trace n'a été trouvée. Pendant 40 ans, le mystère est resté enfoui sous la glace, comme gardé par la nature elle-même, jusqu'en janvier, lorsqu'un satellite militaire a accidentellement détecté un objet métallique caché dans la glace du cercle arctique. Des images satellites alarmantes ont révélé une forme non naturelle dans la glace, suscitant des doutes sur l'origine naturelle de l'anomalie. Le docteur James Landon se préparait à cette expédition depuis 15 ans. Chaque jour de sa vie était consacré à un seul objectif, retrouver le vol WA219. Son équipe était composée de l'élite des chercheurs polaires. Sarah Collins, une météorologue avec des années d'expérience dans les régions polaires et une formation spéciale à la NASA, Mike Thornton, un ancien enquêteur d'accidents d'aviation du NTSB avec une expérience en Antarctique, Emily Chen, une experte en médecine légale, célèbre pour avoir résolu l'affaire de la « momie de glace » au Groenland, et Robert Walsh, un ancien Navy SEAL avec des années de mission dans l'Arctique. Ces individus étaient entourés de légendes et de murmures sur leur capacité, où certains disaient qu'ils pouvaient survivre même sur la Lune si nécessaire. Des techniciens, des médecins et un groupe de spécialistes de la glace se sont joints à l'équipe principale, formant un mécanisme parfaitement coordonné pour l'expédition la plus difficile de leur carrière. Chaque membre de l'équipe n'était pas seulement un professionnel, mais un véritable pionnier prêt à affronter l'inconnu et l'incroyable. L'expédition a transporté des tonnes d'équipements vers le site du crash présumé à l'aide d'avions de transport C. Le camp a été installé avec une précision militaire. En quelques heures, des modules de vie isolés ont été installés, des antennes satellites ont été assemblées, et des générateurs diesel ont été activés. L'installation technique semblait capable de résister aux conditions les plus dures de la nature arctique. Le froid pénétrait chaque composant métallique comme s'il testait si l'équipement pouvait fonctionner dans le royaume de la glace éternelle. 4 drones de reconnaissance équipés de radars expérimentaux à balayage profond ont créé une carte détaillée d'un champ de glace de 5 km² dans les premières heures. Pendant les rares moments de repos, les opérateurs de drones échangeaient des regards graves, parfaitement conscients qu'une scène de véritable tragédie se trouvait sous la glace. Au lever du jour, le 3e jour, les conditions météorologiques sont devenues un véritable test. Les thermomètres ont indiqué €C, le vent a atteint des vitesses de mètres par seconde, et la visibilité est tombée à quelques mètres. Il semblait que l'Arctique lui-même résistait à l'intrusion humaine, érigeant des barrières infranchissables. Tôt ce matin-là, un opérateur de drone a repéré les premiers signes d'une structure métallique. Bientôt, l'équipe au sol a atteint le point désigné et a vu la queue de l'avion émerger de la glace à un angle de degré. Les scans radars ont révélé que le fuselage s'étendait sur plusieurs mètres dans la glace. Extraire l'avion fut un exploit d'ingénierie remarquable. Un système unique de fonte contrôlée, l'ETS, a été déployé. Des éléments thermiques placés autour du site d'excavation ont fondu la glace à un rythme de plusieurs centimètres par heure. Toutes les minutes, un ordinateur recalculait la charge sur la structure de glace. Des supports hydrauliques maintenaient les parois pour éviter l'effondrement. Ce n'était pas seulement une opération technique, mais un véritable combat entre l'homme et les éléments arctiques. Lorsque la glace a craqué, le bruit a été comparable à du tonnerre, et tous les cœurs se sont figés à l'idée d'une catastrophe potentielle. Après plusieurs heures, la première équipe de chercheurs est entrée dans l'avion par la sortie d'urgence au-dessus de l'aile gauche. La température dans la cabine était de €C, transformant l'intérieur en une capsule temporelle parfaitement préservée. Chaque chercheur était équipé avec une extrême précaution, 2 bouteilles d'oxygène et des caméras thermiques de dernière génération, ressemblant à des astronautes atterrissant sur une planète inconnue. Le long de l'allée reposaient des fragments de sacs et de gants, comme si quelqu'un avait désespérément essayé de s'accrocher à un espoir qui s'éteignait. Les découvertes suivantes ont laissé l'équipe paralysée par l'émotion, des tasses de café glacées sur les tables de chevet,
comme si le temps s'était arrêté au moment du accident, des magazines ouverts sur les sièges, leurs pages figées dans une immobilité éternelle, une poupée d'enfant allongée dans l'allée entre les sièges, un témoin silencieux de la tragédie. L'un des ingénieurs n'a pas pu retenir ses larmes en voyant un livre d'enfants ouvert avec des soleils et des maisons dessinées maladroitement, l'image de sa propre fille lui est immédiatement apparue dans les yeux. Dans la section avant, des preuves d'une lutte désespérée pour la survie ont été trouvées. Dans la cabine de classe affaires, des passagers avaient construit un abri de fortune avec des gilets de sauvetage et des valises, un véritable témoignage de l'ingéniosité humaine face à la mort inévitable. Un calendrier avec des dates marquées a été trouvé sur une cloison, la dernière entrée indiquant décembre. Un journal appartenant à l'hôtesse de l'air Mary Parker, découvert dans le siège A, contenait des récits détaillés des premiers jours après le crash ou une chronique de courage et de désespoir. Le journal révélait qu'après le crash, seulement X personnes ont survécu à la première nuit. Le capitaine David Harrison a établi un rationnement strict, X grammes de nourriture et X millilitres d'eau par personne par jour. Le médecin de vol John Mitchell a prodigué les premiers secours aux blessés avec des kits de premiers secours et des matériaux improvisés où chaque pansement et médicament pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. Le journal décrivait comment, à degré C, même une petite éraflure pouvait devenir une blessure dangereuse, et une seule goutte d'eau renversée sur les vêtements pouvait signifier une sentence de mort. Le travail de l'expédition a été soudainement interrompu par un bruit fort de glace. Les scanners ont détecté le mouvement d'un grand objet près du site d'excavation. À travers la tempête de neige, l'équipe a vu un énorme ours polaire mesurant près de X mètres de haut, un véritable géant arctique. Elle était suivie de 2 oursons de la taille de loups adultes. Robert Walsh a immédiatement activé des dispositifs de dissuasion acoustique réglés sur une fréquence de X Hz. Cependant, les ours se sont comportés de manière inattendue. La femelle a inspecté méthodiquement le périmètre de l'excavation, reniflant chaque nouveau morceau d'équipement avec une prudence et une curiosité primitive. L'ourson plus âgé s'est particulièrement intéressé au générateur, s'en approchant très près. Le plus jeune est resté en retrait, observant attentivement les humains depuis un cret de glace voisin comme un petit éclaireur étudiant des étrangers. Lorsqu'un flash de caméra a illuminé le visage de l'ourson, il a simplement cligné des yeux, fait quelques pas hésitants, puis est resté figé, observant les invités non invités. Pendant ce temps, l'expédition scientifique continuait son travail tendu. Le 12e jour des fouilles, l'équipe a finalement atteint la soute. Les températures étaient tombées à degré C, provoquant des pannes dans 2 systèmes hydrauliques principaux. En fin de soirée, une dalle de glace a soudainement bougé. La glace a craqué avec un rugissement terrifiant, avalant presque un des sauveteurs, mais l'équipe a réussi à le tirer hors de la glace par sa capuche. Cependant, les gens étaient piégés entre des parois de glace instables et l'espace ouvert. À ce moment critique, l'ours, toujours proche, a conduit ses oursons plus loin, dégageant ainsi le chemin pour que les humains puissent s'échapper, comme si un instinct naturel supérieur avait agi avec plus de précision que toute stratégie humaine. La boîte noire a été retrouvée à une profondeur de X mètres. Malgré de graves dommages à son boîtier, l'enregistreur de données est resté presque intact. Les enregistrements décryptés ont révélé une image dramatique des dernières secondes du vol. À 17 h, l'avion est entré dans une zone de turbulence extrême, avec des températures extérieures tombant à degré C, provoquant un givrage instantané des moteurs. Les données ont permis aux experts de reconstituer les dernières minutes du vol. Le jour du crash, l'avion a rencontré un jet stream extrême avec des températures proches de degré C. Le givrage des moteurs a provoqué leur panne, et la surcharge à X mètres a rendu le redressement impossible. Les pilotes ont lutté pour stabiliser l'avion, mais les conditions turbulentes ont provoqué un décrochage aérodynamique, scellant leur destin. Les experts ont conclu qu'une activité météorologique inhabituelle en décembre, y compris des chutes de température soudaines et des courants d'air forts, a joué un rôle clé dans la catastrophe. Au fil des semaines, l'équipe de recherche a rencontré de graves problèmes techniques. Dans le froid extrême, l'équipement standard échouait souvent à fonctionner. Les ingénieurs ont dû presque réinventer la machinerie, modifier les générateurs, installer des écrans d'isolation thermique supplémentaires, et améliorer le système de chauffage des fluides hydrauliques, qui consommait % de l'énergie générée chaque kilowatt était précieux. La présence de la famille d'ours polaires a forcé l'équipe à réviser radicalement ses protocoles de sécurité.
des caméras infrarouges ont été installées autour du périmètre du camp, et des dispositifs d'imagerie thermique surveillaient les moindres mouvements des animaux 24 heures sur 24. Robert Walsh a développé un système de signalisation, un sifflement court avertissait de l'approche des ours, tandis qu'un double sifflement signalait un arrêt immédiat de tout travail. Chaque action était calculée au millimètre près. Tard dans la nuit, lorsque le vent tombait dans un silence inquiétant, l'équipe scrutait le vide blanc, tentant de détecter l'ombre de la curieuse mère ours glissant sur la glace. Avant leur départ, l'équipe a collecté une énorme quantité de données, des photos haute résolution, des heures de vidéo et des téraoctets d'informations provenant de capteurs et de radars. La boîte noire contenait des heures et des minutes d'enregistrement du cockpit et des données techniques. Les journaux et effets personnels des passagers ont été stockés dans des conteneurs spécialisés, chacun étant une capsule temporelle préservant la mémoire des vies humaines. Le matin du départ, avec une température tombant à un incroyable degré C, quelque chose d'inexplicable s'est produit. La mère ours a amené ses oursons presque jusqu'au module principal. Ils ont observé le chargement de l'équipement pendant des heures immobiles, prudents, mais sans signe d'agression. Peu après le déjeuner, les hélicoptères ont commencé à évacuer l'équipe. Le dernier regard sur le site d'excavation a révélé une image frappante, 3 silhouettes blanches se tenaient sur le bord, les ours faisant leurs adieux aux invités non invités qui avaient perturbé leur solitude de 40 ans. Le docteur Landon ne pouvait pas se défaire du sentiment étrange qu'ils n'étaient pas seulement des chercheurs, mais des participants malgré eux dans un drame arctique ancien. L'enquête sur le vol WA 219 a apporté une contribution importante à la compréhension des dangers de voler dans les latitudes extrêmes. Les résultats de l'expédition ont entraîné une révision des protocoles de fonctionnement des aéronefs dans les régions polaires. Les technologies développées à partir des données récupérées du vol devraient prévenir de nombreux accidents dans les décennies à venir. Le mystère du vol WA 219 a enfin été résolu, mais combien d'autres secrets demeurent cachés dans ces terres silencieuses et gelées ?